Salut, comment vas-tu ? Je suis ravie de t'accueillir pour ce 7e épisode et dernier de cette saison. Quelle aventure ce début de podcast. J'ai vraiment été tellement heureuse de le lancer, de voir à quel point il pouvait avoir des répercussions, un écho dans la vie de chacun et chacune qui l'écoutait, de lire vos retours. C'était très, très touchant et j'avoue que c'est pas sans émotion que je clôture cette première saison. J'y vois tout le potentiel de ce projet. J'y crois, je vois grand et je suis heureuse que toi qui m'écoutes fasses partie de cette aventure parce que elle est importante, elle est belle et elle est prometteuse, j'en suis certaine. Donc reste bien connecté, comme disent les vieux. Parce que pour cet été, je prépare des épisodes bonus du sommet Take It Féminité que j'avais lancé et animé en mars dernier. Et donc, ce sont des interventions hyper riches et hyper intéressantes que je ne voulais pas perdre comme ça le coup d'une étincelle en quelques jours. Et donc, les voici transformés en épisodes de podcast. Donc, je suis trop heureuse de cette saison bonus estivale. Et puis, ça me laissera le temps de préparer la rentrée aux petits oignons. Alors, sans plus tarder, dans cet épisode, je te laisse découvrir l'histoire de Camille, 31 ans, qui nous raconte son parcours teinté de crises compulsives et de culpabilité à penser qu'elle manquait de volonté pour ne pas triturer sa peau parfois des heures durant devant son miroir. Elle apprendra plus tard qu'elle souffrait en réalité de dermatillomanie et de troubles associés comme la peur de rougir et les compulsions alimentaires desquelles elle mettra des années à se sortir. Aujourd'hui, non seulement elle va mieux, mais elle en a écrit un livre magnifique et créé une page Instagram pour que toutes celles et tous ceux qui souffrent de cette maladie sachent le plus tôt possible qu'ils ne sont pas seuls, qu'une communauté existe pour les soutenir et qu'il est possible de s'en sortir. Ici, au micro de Take It Zen, elle nous livre son combat et son chemin de guérison. Bonne écoute. Bonjour Camille. Bonjour. Bienvenue sur ce podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, parce que je sais que particulièrement en ce moment, tu es pas mal sollicitée par les médias, j'ai l'impression. Merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est toujours un plaisir de pouvoir parler à un micro. Et oui, c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de médias et de personnes qui ont envie de parler de dermatillomanie. Donc, j'en profite et je trouve que c'est une super initiative. Donc, merci d'y contribuer aussi. Avec plaisir. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots avant qu'on rentre dans le vif du sujet ? Oui, bien sûr. Du coup, je m'appelle Camille, j'ai 32 ans. Je suis grenobloise et j'habite à Orléans. Je travaille dans la communication. Je suis à mon compte depuis plusieurs années maintenant. Et donc, j'ai lancé tout un projet autour de la dermatillomanie il y a 3 ans, dont je pense qu'on va parler aujourd'hui. Tout à fait. On va retracer tout ton parcours autour de ça parce que c'est hyper riche et j'ai pu m'appuyer pour ça. On y reviendra, mais sur ton livre qui est sorti il y a combien de temps ? En juin 2021. Oui, c'est ça. Voilà, donc il y a quasiment un an. Et donc, voilà, on va voir tout ça parce qu'il y a plein de choses à aborder. Et donc, j'ai essayé de faire un résumé des points qui me semblaient importants. D'abord, pour démarrer, est-ce que tu peux nous dire dans quel contexte familial tu as grandi ? Oui, c'était un contexte familial assez classique, pour peu qu'il y ait une normalité de famille, mais voilà, rien de spécial à signaler. J'étais dans une famille avec 2 grands frères et une petite sœur qui a 18 mois de moins que moi, de laquelle je suis super proche. Et voilà, on a grandi à Grenoble, entouré des montagnes, et avec une vie assez remplie, beaucoup d'activités extrascolaires. Je pense d'ailleurs ça a eu des conséquences par la suite parce que j'ai peu été habituée à me confronter à moi-même et à un certain vide, entre guillemets, qui peut être super utile parce que c'est aussi ça qui fait qu'on va développer son imagination, qu'on va développer le rapport à soi, etc. Moi, j'ai beaucoup été, je faisais du saxophone, du solfège, j'étais à 2 orchestres différents et je faisais de la gym en compétition. Donc, j'avais tout le temps des activités. Et j'étais à côté hyper studieuse, j'étais plutôt un peu l'intello qui était tout le temps dans ses livres. Voilà, j'ai toujours adoré lire, j'aimais bien dessiner aussi. Voilà, une vie de petite fille assez remplie, quoi. Ok, ouais, active. Oui. Et tu disais que à ce moment-là commence à se dessiner, alors avec le recul aujourd'hui, mais un rôle de petite fille parfaite avec une notion de, effectivement, t'apprends
au milieu de tout ça que pour avoir la fierté peut-être de certains adultes, il faut réussir, être dans cette culture de la performance. Bah, oui, effectivement, je pense que c'est quand même quelque chose dans lequel on a été élevé avec mes frères et sœurs, parce que mes 2 parents sont entrepreneurs, enfin, ils sont à leur compte et du coup, ils ont quand même toujours valorisé ce truc de, il faut beaucoup travailler pour réussir. Voilà, il y avait vraiment ce truc-là et quelque chose d'assez, avoir de l'ambition, être assez, faire quelque chose de grand. Enfin, j'ai assez été élevée dans ce genre de conception et c'est vrai que les notes, c'était quand même assez important. Il fallait bien réussir, etc. Même si je ressentais pas une pression énorme, je pense que je me la suis mise aussi à moi-même. Hein, mais oui, je pense qu'on a été quand même poussés et c'était une bonne chose. Enfin, aujourd'hui, ça m'a ouvert plein de portes d'avoir été studieuse à l'école, etc. Mais effectivement, il y a peut-être un pendant un peu négatif de recherche de perfectionnisme qui, je pense, a pris racine à ce moment-là. Ok. Donc, tu grandis dans ce milieu-là hyper stimulant et plutôt positif. Et tu notes une première transformation des choses à l'arrivée au collège. D'abord parce qu'il est loin, donc c'est un grand changement pour toi, et avec l'arrivée de l'acné. Ouais, c'est ça. C'est vrai que le collège, je suis allée dans un collège privé où je trouve qu'il y avait beaucoup de comparaisons, les gens s'habillaient beaucoup avec des marques et il y avait un rapport au physique qui était super important. Après, je pense que c'est beaucoup le cas au collège. Enfin, on commence à développer sa propre image personnelle par rapport aux autres, etc. On passe tous un peu par ces phases-là. Mais pour moi, ça a été un gros changement parce que je venais d'une petite ville et je suis arrivée dans ce collège où je devais prendre le bus pendant 45 minutes. Enfin, c'était pas du tout la même ambiance, je connaissais pas grand monde. Et je pense que ça m'a d'autant plus fait me développer par rapport aux autres et essayer de me trouver un peu mon identité, mon style dans tout ça. Donc, j'ai accordé beaucoup d'importance à mon apparence, à ce que je renvoyais aux autres. Et en fait, c'est dans l'été, entre la 5e et la 4e, que j'ai commencé à avoir de l'acné et que j'en ai eu beaucoup. Et en fait, là, je pense que c'est tout un monde qui s'est effondré parce que j'avais quand même construit beaucoup de choses autour de mon apparence, de mon physique. Quand j'étais petite, on me faisait beaucoup de remarques sur mon physique. On me disait, ah, t'es une jolie petite fille. Enfin, voilà. Donc, je pense que j'ai intériorisé beaucoup de choses autour de mon physique et que l'arrivée de l'acné, elle a vraiment été perçue par mon intérieur comme quelque chose qui venait détruire tout ça, comme un intrus qui venait compromettre un peu l'image que je m'étais créée. Et après, c'est la manière dont je l'interprète après coup, hein, en tout cas, j'ai l'impression de l'avoir vécu comme ça. Et j'ai vraiment eu une haine de ces imperfections qui me dénaturaient, entre guillemets, et j'ai voulu tout faire pour lisser cette peau, pour enlever ces imperfections. D'accord. Donc là, commence à se mettre en place des habitudes de lisser cette peau sans forcément que ça devienne un trouble tout de suite. Oui, c'est ça. Je pense que pour beaucoup, ça reste quand même inconfortable d'avoir de l'acné, d'avoir des boutons. Enfin, voilà, on a tous ces réflexes de percer ses boutons. Dès qu'on va chez le dermato, tout le monde dit il faut pas toucher sa peau, machin. Enfin, il le répète autant, c'est qu'on n'est pas les seuls et que tout le monde fait un peu ça. Mais c'est vrai que, comme tu dis, dans mon cas, ça a commencé à devenir vraiment des rituels et des habitudes parce que je pense que inconsciemment, ça me faisait du bien de faire ça. Je me rendais compte que ça me permettait de déconnecter mon cerveau, de penser qu'à ça, d'être un peu dans ma bulle, à être là, à regarder ma peau de très près, à essayer d'arracher tout ce que je voyais. Enfin, c'était comme si j'avais une mission et que je devais aller au bout et ça m'apportait de la satisfaction de le faire, au même titre que ceux qui le font sur leurs bras ou sur le dos ou autre et ils ont la satisfaction de sentir qu'ils arrachent au fil des moments, des petites choses et ils se disent, enfin, je sais pas, c'est comme si on avait réussi quelque chose. C'est très bizarre comme sentiment. Et je pense que je suis devenue progressivement accro à ça. Que j'avais hâte de rentrer chez moi le soir, de regarder comment était ma peau, ce qui était apparu au fil de la journée et comment je pouvais m'attaquer à tout ça pour avoir un peu l'illusion que j'allais enlever tout ça. Alors en fait, à chaque fois, c'était pire, bien sûr, dès qu'on s'acharne dessus. Mais ça a commencé à prendre de plus en plus de temps et à se faire de plus en plus régulièrement, en tout cas. Oui, c'est là qu'un cercle vicieux commence à se mettre en place. Ouais. À quel moment est-ce que tu identifies un moment en particulier où ça bascule, où ça vient progressivement? Non, je pense que c'est quand même venu progressivement. Après, je voyais qu'il y avait certains comportements qui n'étaient pas pareils que les autres. Comme j'avais des plaies qui étaient assez profondes. Je me rappelle sur la joue, j'avais gratté un bouton de moustique et ça m'avait fait vraiment un grosse croûte. Et c'était l'été où j'avais fait un stage de sport avec une copine et je me rappelle qu'elle m'avait dit mais t'as quoi sur la joue? Et donc, c'est vrai que ce genre de questions, tout de suite, ça me mettait mal à l'aise. Je me disais c'est bizarre. En fait, ça
les gens sont attirés par ça, ils trouvent ça bizarre et moi j'ai du mal à l'expliquer, donc je voyais bien qu'il y avait un truc qui était pas normal et ça c'est arrivé à plusieurs reprises après. Enfin, je suis partie en vacances et j'avais brûlé j'avais tellement voulu nettoyer un bouton que j'avais percé que j'avais laissé pendant une demi-heure appuyer du coton avec de l'alcool et ça m'avait complètement brûlé la peau. Donc voilà, je voyais qu'il y avait quand même des comportements qui étaient un peu extrêmes, qui avaient des résultats un peu extrêmes. Et surtout, je voyais que je commençais à mentir par rapport à ça et à inventer des trucs. Donc je disais que soit je m'étais cognée contre ma table de nuit en me levant le matin, soit, enfin, donc voilà, je commençais à être dans une situation un peu inconfortable et je commençais aussi à fuir les regards des autres parce que je me sentais pas à l'aise. J'avais l'impression que tout le monde regardait que ça et du coup, ben, je commençais à baisser la tête de plus en plus et à me renfermer par rapport à ça, quoi. Ok, d'accord. Donc c'est là que s'installe ce trouble qu'on appelle la dermatillomanie ou la derma, peut-être après on pourra dire pour que ce soit plus simple. Qu'est-ce que c'est exactement ce trouble et comment il se manifeste? Ouais, effectivement, je pense que ça a vraiment pris racine là, même si ça a augmenté petit à petit, c'est devenu de plus en plus fort. Mais du coup, la dermatillomanie, c'est un trouble psychique qui touche la peau. Donc, la peau soit du corps, soit du visage, soit les deux. Et qui est aujourd'hui classé parmi les TOC, même si dans son fonctionnement, ça s'apparenterait plus à un tic parce que c'est plus des impulsions de grattage. Alors qu'un TOC, ça va être un comportement qui se fait en réaction à des pensées. Par exemple, si je ne fais pas ça, il va arriver ça. Dans la derma, c'est pas vraiment ça, c'est plus parfois même inconscient. Enfin, c'est des grattages qui vont se faire sur la peau, parfois sans même s'en rendre compte. Et du coup, ça va être un objectif de lisser la peau, enfin d'enlever en tout cas tous les reliefs qui dépassent. Et ça peut être soit sur des boutons, soit sur des points noirs pour des gens qui ont de l'acné. Mais pour les gens qui n'ont pas du tout d'acné, ils peuvent créer leurs propres irrégularités de peau en grattant des peaux mortes, des petites croûtes suite à des blessures ou voilà, ça va vraiment être un gros focus qui va être fait sur la peau et qui va amener des lésions et qui va amener après différents comportements négatifs, hein, de repli sur soi, de mensonges, etc. Oui, tu le dis, c'est-à-dire que donc tu disais il y a ce sentiment de plaisir et de soulagement au moment de le faire. Souvent, ça vient remédier à la difficulté de mettre soit une souffrance en mots ou des émotions désagréables en mots, ou en tout cas d'y répondre. Et puis ensuite, après, donc il y a des crises finalement, on va y revenir, mais qui se mettent en place. Et ensuite, il y a la culpabilité, la honte, et tu le disais, le mensonge. Donc il y a vraiment ce cycle-là qui est soulagement, l'aspect contrôle de ses émotions et honte ou culpabilité. Ouais, c'est tout à fait ça, c'est très juste. C'est vraiment, enfin, et je pense que c'est une prise de conscience qui est hyper importante à avoir par rapport à ce type de trouble parce qu'on peut facilement penser que non, bah, c'est juste une mauvaise habitude, que voilà, on est un peu trop centré sur sa peau, on a un peu trop tendance à vouloir tout gratter, mais bon, voilà, tout le monde fait un peu ça, etc. Enfin, là, non, dans le cadre de la dermatomanie, l'origine du comportement, elle vient pas que de l'envie de lisser sa peau, elle vient de l'envie d'étouffer quelque chose qu'on a du mal à gérer autrement. C'est vraiment une fuite dans ce comportement, au même titre que certains fuiraient dans la nourriture ou dans l'alcool ou dans d'autres comportements. Là, c'est vraiment, voilà, comme tu dis, on va ressentir quelque chose soit de désagréable, soit qu'on n'arrive pas à gérer. Donc, ça peut être de la culpabilité, de la frustration, de la peur, de l'ennui. Voilà, il y a plein d'émotions différentes et comme on ne sait pas les gérer et comme on ne veut pas les gérer, on va mettre en place un comportement qui va nous permettre de fuir, de faire quelque chose qu'on connaît, de se réfugier. Moi, j'avais vraiment l'impression de me réfugier dans ma peau et de penser à rien à part ça. Et puis en se disant, bon, bah après, cette peur, ce truc, bon, bah on verra. Peut-être qu'il sera parti en même temps. Oui. Et tu dis, pour illustrer ça aussi, toi, dans ton cas, c'était je maintenais un niveau d'exigence très haut dans tout, quitte à nier les émotions désagréables, le sentiment de faiblesse et la colère que je ressentais. On sent que le besoin, l'exigence, le perfectionnisme et le contrôle, là, viennent un peu cimenter ce trouble. Ouais, ça, je pense que c'était complètement ça. Je pense que j'avais tellement envie de tout faire bien pour pas sortir du lot, pour pas qu'on puisse entre guillemets m'attaquer sur une faiblesse ou je sais pas exactement pourquoi, mais et puis surtout je visais toujours plus, il fallait que ce soit toujours mieux, je me mettais beaucoup de pression. J'avais besoin, je pense, de m'accomplir dans le résultat. Que du coup, même si parfois ça incluait de devoir travailler alors que j'étais épuisée ou de devoir enchaîner des choses alors que en fait j'avais pas du tout envie de le faire, j'allais complètement étouffer mes vrais besoins
au profit de l'accomplissement d'une tâche ou autre. Et en fait, ça, bien sûr que dans la vie, il faut se forcer. Il y a des choses qu'on ne fait pas toujours tout ce qu'on veut. Mais si on le fait trop, il y a forcément un moment où toutes ces choses qui sont réprimées, elles ont envie de sortir. Enfin, elles ont envie d'appeler et de dire, mais Camille, écoute-moi, j'ai des choses à te dire et toi, tu t'écoutes rien et tu veux juste continuer, tirer sur la corde. Ça peut pas fonctionner, quoi. Mais j'en parlais ce midi, je faisais un live sur mon compte Instagram sur le respect des cycles féminins et des saisons aussi. Et vraiment, il y a quelque chose où le corps est prévu naturellement pour fonctionner par cycle et par phase, par moments de repos, de repli sur soi, d'autres moments d'expansion, de projet et de se tourner vers l'extérieur. Et vraiment, il y a quelque chose d'essentiel à écouter ça, à la fois au niveau de son corps et de ses émotions. Oui. Après, je pense que, à l'adolescence, on est tous... on se connaît mal en fait. C'est aussi entre l'adolescence et l'âge adulte, on va avancer via différentes expériences pour arriver à mieux se connaître et c'est ça qui va faire qu'on va être mieux avec soi-même. Après, il y a certains ados qui sont hyper bien dans leur peau. Enfin, je prends souvent l'exemple de mon copain qui a eu une acné hyper sévère. C'est un type d'acné qui s'appelle conglobata où en fait c'est des poches de pus. Et lui, il a eu ça pendant 2 ans de son adolescence et ça n'a pas du tout impacté sa confiance en lui. Il a gardé son même groupe d'amis, il a continué à faire les mêmes sorties, il a vécu avec, il s'est dit, je vais me traiter et puis à côté de ça, je vais continuer ma vie. Ça l'a pas effondré. Alors que moi, par exemple, il a suffi d'un petit début d'acné pour que tout de suite, ça enflamme le truc et que ça me déclenche un trouble. Donc après, on n'est pas tous pareils et parfois, il y en a qui arrivent à une connaissance d'eux-mêmes plus tôt. Il y en a qui arrivent aussi, je sais pas si c'est que l'éducation ou les rencontres ou autre, mais il y en a qui arrivent à s'écouter beaucoup plus facilement. En tout cas, moi, c'était pas mon cas et il a fallu, je pense, que je passe par ce trouble pour un peu toucher le fond et que je prenne conscience de cette importance de me reconnecter à moi et que j'arrive à le faire surtout parce que c'est tout un travail, quoi. Bien sûr, on va développer ça. Justement, là, à ce moment-là, tu disais donc l'impact sur la confiance en soi, là, dont ton copain, pour lui, ça n'a pas été le cas, mais pour toi, oui. Là, à ce moment-là, petit à petit, il y a les crises qui s'installent et tu parles de crise hypnotique. C'est intéressant peut-être de s'attarder là-dessus, des cercles vicieux, de l'isolement et de la solitude. Est-ce que tu peux nous parler là de tous ces impacts que ça a eu sur toi? Ouais. Je pense que ça, c'est vraiment l'aspect le plus difficile à vivre dans la dermatomanie. C'est vraiment tous les à côté, parce que finalement, pendant la crise, on est complètement concentré, on pense à rien, etc. Mais en fait, dès que la crise finit, c'est la double peine, ce que je mets souvent dans le livre. C'est vraiment la double peine parce que en fait, là, on se rend compte de ce qu'on a fait. Il y a plein d'émotions qui arrivent, de culpabilité, de honte. On se demande comment on va faire pour toutes les activités qui nous attendent. Est-ce qu'on va pouvoir vraiment cacher ça? Comment on va pouvoir répondre aux différentes questions qu'on va avoir, etc. Enfin, ça est tout un déferlement de questions qui fait peur et qui fait mal aussi. Et pour répondre à ce que tu disais sur les crises, oui, moi, je trouve que c'est vraiment un état limite d'hypnose et de transe où on est complètement concentré sur ce qu'on fait et on pense à rien d'autre et on n'est pas conscient du temps qui passe. Par exemple, ça pourrait m'arriver de faire des crises pendant des heures et d'avoir l'impression que j'y avais passé 30 minutes. Et quand je regarde l'heure, je me disais, mais c'est pas possible, ça fait 3 heures que je suis dans la salle de bain, j'avais vraiment pas vu le temps passer. Et j'imagine que c'est la même chose pour ceux qui le font même pas dans la salle de bain, mais qui s'attaquent à leur dos, leurs épaules, etc. Enfin, on est concentré sur cette tâche-là et rien ne compte autour. Et du coup, c'est en ça, je pense que c'est un truc qui est hyper difficile à vivre parce que surtout que parfois, c'est inconscient, on ne se rappelle même pas comment la crise a commencé et on se retrouve dedans, on se dit, mais mince, comment ça se fait? Enfin, voilà, tous ces aspects du trouble, je pense qu'ils sont vraiment hyper difficiles. Ça va jusqu'à anesthésier la douleur pendant que tu es en crise aussi. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est ça, parce que parfois, quand la crise finissait, j'avais quand même des grosses lésions avec du sang, avec des croûtes arrachées, etc. Et le visage qui brûlait, qui était vraiment rouge. Et c'est vraiment en sortant de la crise, en sortant de la transe, que je voyais ça et que limite toutes les sensations revenaient, alors que pendant, je pouvais limite continuer à creuser dans une plaie sans même ressentir le fait que en fait, c'était hyper douloureux, quoi. Ouais. Et tu dis quelque chose d'hyper intéressant, c'est que le fait que les crises soient hypnotiques comme ça t'a aidé à comprendre que la guérison se situe ailleurs que dans la conscience et la volonté. Ouais, ouais, carrément. Parce que c'est vrai qu'on se rend compte que c'est un trouble qu'on maîtrise pas. En fait, le déclencheur, il se passe à l'intérieur de nous, mais pas dans notre volonté. À aucun moment, je me suis dit, tiens, je vais me mettre dans un état de transe pour oublier mon quotidien. Enfin, c'est quelque chose que mon corps a déclenché comme ça de lui-même. Enfin, mon corps, mon cerveau, ou je ne sais où.
Mais du coup, c'est vrai que me dire seulement, je veux arrêter et ça me fait du mal et je ne veux plus jamais ressentir ce sentiment de transe, ça peut pas suffire parce que c'est même pas moi qui l'ai déclenché, quoi. Ouais, tout à fait. Et après chaque crise, d'ailleurs, tu te disais, la prochaine fois, j'arrête. Enfin, en tout cas, il n'y aura pas de prochaine fois, mais finalement, ça revenait régulièrement, ou alors avec des moments de pause, puis des retours. Oui, c'est ça. C'était toujours des hauts et des bas. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je me disais, mais comment j'ai pu recommencer alors que j'avais autant souffert la dernière fois et que je m'étais fait autant de promesses, etc. Et je pense que c'est ça qui est le plus dur, c'est de se dire, mais c'est pas possible. Enfin, j'avais tellement envie que ça ne revienne plus jamais. Et finalement, ça a quand même fini par revenir. Je pense que ça, c'est vraiment dur. Et pour qu'on comprenne l'impact que ça avait dans ton quotidien, c'est que du coup, tu vas mettre en place plein de comportements pour essayer de le cacher aux autres et d'éviter cette confrontation, comme le maquillage, annuler des rendez-vous, etc. Et tu dis la derma renvoyait une image de moi fausse, à la fois non respectueuse parce qu'il y avait des retards ou des annulations au dernier moment, hautaine parce que tu pouvais fuir le contact ou faire semblant d'être pressé pour partir rapidement, ou encore superficielle et narcissique, j'imagine, avec le côté maquillage. Donc là, on ressent l'impact très fort que ça a eu. Ah ouais, ça, je pense que c'était vraiment horrible parce que j'avais vraiment cette sensation que je me montrais pas aux yeux des autres comme j'étais vraiment. Et c'est vrai que oui, annuler des rendez-vous même 1 heure avant, parce qu'en fait, juste au dernier moment, avant de prendre mes clés, j'étais repassée dans la salle de bain et en fait, j'avais tout arraché, tout. Enfin voilà, et du coup, juste avant, alors la personne parfois s'était déplacée ou autre, j'allais inventer un mensonge pour pas y aller. Enfin, je me disais, mais ça se fait tellement pas, c'est tellement pas moi. Mais pour autant, je me voyais pas faire autrement parce que j'aurais pas pu sortir comme ça. Et pareil, quand je croisais certaines personnes de qui je pense j'avais peur du jugement ou je sais pas, j'avais pas envie qu'elles me voient comme ça, donc je pouvais faire comme si je les avais pas vues. Et voilà. Et c'est vrai que le maquillage aussi, je trouve que de nature, je suis quelqu'un de très simple. Je suis attirée par tous les sports de nature, être à l'extérieur et pas trop par les fioritures. Je m'en fiche un peu de tout ça. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ce trouble, il m'a un peu forcée aussi à faire attention à toujours être apprêtée, maquillée parce que j'étais obligée en fait et certaines personnes parfois me faisaient des remarques en me disant tu devrais moins te maquiller, ça se voit et tout ça. Et en fait j'avais envie de leur dire mais si seulement vous saviez, moi je rêve de ne pas pouvoir me maquiller. Ça me faisait rêver toutes ces filles qui elles venaient se lever et puis 5 minutes après elles partaient de chez elles mettaient un jean. Et voilà, moi j'avais jamais été comme ça et je me disais putain c'est fou, ça a l'air trop bien quoi. Et justement, en parler aux autres à ce moment-là, c'était quelque chose de compliqué pour toi? Ah oui, c'était impossible parce que en fait déjà pendant toutes ces années je ne savais pas que ça s'appelait la dermatomanie, que c'était un trouble. Donc moi la seule chose que je me disais c'est que j'étais nulle et que j'avais pas de volonté et que volontairement je me détruisais la peau et que je me mettais dans des situations qui me faisaient du mal. Enfin, voilà, j'étais persuadée que j'étais la seule fautive et que du coup, j'étais la seule aussi à pouvoir arrêter. Et donc, j'avais honte de ce comportement parce que je me disais, l'avouer aux autres, c'était comme dire aux autres, bah voilà, regardez à quel point je suis nulle, à quel point je suis incapable de m'arrêter de faire ça. Donc, non, pour moi, c'était impossible d'en parler. Okay. Et par-dessus ça vient s'ajouter quelques autres troubles ou obsessions. Il y en a un dont on parle peu, c'est l'érotophobie, la peur de rougir. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, et effectivement, j'ai eu ça pendant tout le collège et un petit peu au lycée, puis après, ça a diminué. Mais c'est vrai que bon, c'est quand même lié à la dermatomanie dans le sens où je pense que quand j'étais petite, je rougissais, mais ça me dérangeait pas tant que ça. Et je rougissais moins. Et en fait, à un moment, donc j'étais en quatrième. On était allé faire du ski avec ma famille au printemps et donc bon, on sait quand on va à la neige, il y a beaucoup de réverbération du soleil sur la neige et du coup on bronze beaucoup plus. Et donc moi à cette époque j'avais donc cette acné, j'avais la dermatomanie qui commençait et tout ça et je m'étais dit je vais profiter de ces jours au ski pour bronzer à fond et avoir la peau qui sera toute lisse, toute belle, voilà, et plus avoir de boutons, etc. J'étais persuadée en tout cas que ça allait marcher comme ça. Sauf que du coup, j'ai pas du tout mis de crème. Je suis restée au ski toute la journée alors qu'il faisait hyper chaud, etc. sans crème. Et en fait, le soir, j'ai eu un énorme coup de soleil qui s'est transformé finalement en brûlure au second degré. Donc, j'avais le visage rempli de cloques. Et en fait, suite à ça, ma peau s'est énormément fragilisée et j'ai rougi encore plus vite parce que je pense que, je sais pas, j'avais dû détruire une couche
super superficielle de ma peau. Et donc là, ça a été vraiment horrible parce qu'en fait, dès que j'avais une émotion, je le sentais. Surtout, j'avais vraiment ces flushs où j'avais tout le visage qui devenait rouge et je m'imaginais ce que les autres devaient voir. Et je m'imaginais avoir une tête comme une tomate. Et en fait, plusieurs fois, on m'avait fait cette remarque aussi en me disant ah, t'es toute rouge, etc. Et surtout que vu que je me maquillais à cause de la dermatomanie, que je ne savais pas me maquiller, j'avais vraiment des taches de correcteur qui ressortaient encore plus quand tu rougis. Parce que du coup, c'était plus adapté à la couleur de ma peau. Et du coup, c'était vraiment un cercle vicieux. Ça m'a encore plus replié sur moi-même parce qu'en fait, j'avais plus envie de parler quand il y avait un groupe, par exemple, parce que je me disais, mais si je parle et que je rougis, ça va être horrible, tous les yeux sont braqués sur moi. Enfin, et j'ai commencé à développer aussi une obsession par rapport à ça. Ça a été vraiment dur. Et d'ailleurs, tu parles dans ton livre que malgré cette conséquence-là, ça t'a pris énormément de temps avant de comprendre que les rayons du soleil n'étaient pas forcément tes alliés. Ah ouais, complètement. Oui, c'est clair. Pendant des années, je restais persuadée que le être bronzé, ça allait améliorer ma peau, alors qu'on sait aujourd'hui que les UV, c'est la première cause de vieillissement cutané, que ça sert à rien d'investir dans n'importe quelle crème anti-âge, hydratante ou anti-tache ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, le soleil, c'est déjà le premier responsable de tout ça. Donc, si on s'expose et qu'on met pas de crème solaire, on peut ne mettre aucun autre soin, de toute façon, ça va. Ouais. Et surtout qu'en plus, même les taches, par exemple, c'est vraiment quelque chose que tout le monde essaie de se débarrasser des taches, mais le soleil, c'est le premier responsable. Et surtout, quand on a de l'acné, le soleil, ça peut vraiment faire fixer des taches sur le visage qui sont liées à des boutons. Et en plus, il y a un effet rebond de l'acné quand on s'expose au soleil, parce que quand on s'expose, la peau s'épaissit et dès qu'on repère, entre guillemets, le bronzage, qu'on n'est plus au soleil, en fait, tout va revenir et souvent, c'est pire. Donc il y a plein de conséquences et le problème c'est que souvent les problématiques de peau liées au soleil, elles arrivent un peu plus tard. C'est pas parce qu'on va ne pas faire attention pendant 2, 3, 4 étés, on est encore jeune, la peau elle se répare bien, etc. Mais en fait à terme on commence à voir tout de suite les effets. Et moi j'ai eu un mélanome, donc c'est un cancer de la peau lié au soleil, heureusement de catégorie 1, mais ça reste quand même un mélanome sur un grain de beauté que j'ai dû faire enlever. Et aujourd'hui j'ai un mélasma, donc c'est des taches sur le front et sur le dessus de la lèvre, des taches brunes qui sont liées au soleil et qui pour le coup ne partiront pas. Enfin, je suis allée voir un dermato qui m'a dit peut-être que dans 15 ans ça pourra partir, mais il n'y a rien à faire pour ça. Et ça, je sais que c'est vraiment lié au fait que ma peau, elle a été tellement fragilisée par les expositions, les grattages, tout ça, qu'il y a un moment, forcément, le capital soleil et toute sa protection, ils sont plus efficaces, quoi. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prévenir. Il vaut mieux prévenir que guérir par rapport au soleil. Et enfin, vraiment, c'est hyper important d'y penser, quoi. Même si tout le monde se dit non, mais être bronzé, c'est beau, machin. Mais en fait, être bronzé, de toute façon, ça va durer 2-3 semaines et c'est pas ça qui va faire la différence. Oui. Oui, c'est important. En plus, on sait que ce sont des modes. Soit c'est mieux vu d'être très bronzé, soit très blanc selon les cultures, selon les endroits. Donc, là, on voit qu'effectivement, c'est contre-productif et en plus très dangereux pour la peau. Donc, il faut y faire très attention. Carrément. Et ensuite, autre trouble qui vient s'ajouter, là, c'est autour de 2007 notamment, le fait que tu te mettes à faire attention à ce que tu vas manger. Donc là, on est encore dans le contrôle de l'image que tu vas avoir sur ton corps et de contrôle à ce niveau-là. Mais il y a effectivement ce comportement, restriction, compulsion là aussi, et puis vomissement, culpabilité, j'imagine, derrière. À nouveau, on voit un trio infernal un peu se mettre en place. Ouais, complètement. Mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes de dermatomanie et de troubles alimentaires. C'est des troubles qui fonctionnent pareil et qui sont assez reliés. Donc, comme tu dis, c'est des troubles de l'hypercontrôle. On cherche autant à contrôler l'aspect de sa peau que l'aspect de son corps et son poids sur la balance, etc. Et c'est aussi des troubles de l'apparence, parce que ça touche autant le poids, le corps que la peau. Et c'est vrai que oui, là, depuis que j'ai cette communauté possible sur Insta, je parle à beaucoup de personnes qui me disent qu'elles ont les deux. Donc, c'est assez fréquent. Et donc, effectivement, chez moi, ça a commencé par une volonté de vouloir perdre du poids, mincir, donc contrôler mes apports, contrôler mon appétit, entre guillemets. Et ça a duré quelques mois, j'ai perdu du poids. Et en fait, après, tout de suite, j'ai eu un rebond avec des pulsions d'envie de nourriture, parce que je pense que mon corps se sentait frustré, avait vraiment besoin de certains apports que je ne donnais pas. Et là, j'ai pas supporté ça parce que j'avais trop peur de regrossir et j'avais pris goût au fait de vouloir mincir, etc. Et du coup, je suis tombée dans l'extrême avec la boulimie, où c'était du coup des grosses crises de compulsion alimentaire avec des vomissements pour être sûre de pas reprendre le poids. Et ça a été quand même très délétère et très grave parce que les vomissements,
c'est délétère à plein de niveaux. Enfin, ça abîme l'émail des dents, ça abîme l'estomac, la sécrétion d'acide chlorhydrique, l'œsophage. Enfin, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de problématiques liées à ça. Et malheureusement, j'en prenais pas du tout conscience. Et c'est vrai que pendant des années, j'ai eu ces deux troubles qui jouaient un peu au ping-pong, soit la dermatomanie, soit la boulimie. C'était vraiment mes deux refuges et ça a été extrêmement difficile de me départir des deux. Et c'est vraiment quelque chose, enfin, en fait, quand on touche à son rapport à l'alimentation, c'est très, très, très compliqué après de s'en sortir. Et c'est vraiment quelque chose, enfin, je souhaite à toutes les personnes qui nous écoutent de ne jamais tomber dans les troubles alimentaires parce que c'est très, très mauvais, quoi. Et puis de faire attention aux remarques et à ce qu'on peut normaliser, parce que tu le disais, petite, on te faisait beaucoup de compliments sur ton physique, mais on notait ton physique. Ensuite, il y avait quelque chose de l'ordre, arrête de toucher tes boutons, pris comme une mauvaise habitude. Et puis pour l'alimentation, tu disais que c'était assez normalisé de faire attention à ce que tu voulais manger, en fait. Pour les autres, c'était pas choquant. Ah oui, carrément. Oui, c'est clair. Et je pense que, enfin, de base, j'ai de la chance parce que je stocke pas beaucoup. Je pense que j'ai pas un métabolisme trop compliqué. Voilà, je vais pas grossir beaucoup, etc. Mais voilà, j'imagine que pour plein de personnes, que ce soit si elles sont un peu en surpoids et que tout de suite elles perdent du poids et qu'on leur fait des compliments sur ça, ben après, toi, ça te pousse à vouloir plus mincir. Alors en fait, enfin, une de mes clés de guérison, ça a aussi été de comprendre que déjà, on a tous un certain métabolisme et il y a certaines personnes qui ont un haut du corps très fin, un bas du corps plus développé. Et en fait, ce sera toujours comme ça. Elles n'auront jamais des jambes de Kate Moss. Et pour autant, tu en as d'autres, elles sont hyper maigres et elles n'arrivent pas à grossir. Et en fait, il y a un moment, il faut aussi respecter sa physiologie et ne pas. En fait, c'est une hérésie de montrer qu'un seul type de corps. Qui est mis en avant dans les médias, parce qu'en fait, on ne pourra jamais tout savoir ce corps-là. Et ça sert en fait, on se rend malade à vouloir rentrer dans un moule qui est pas le nôtre, quoi. Bien sûr. Donc, ouais. Justement, tu parlais de première clé de prise de conscience. Il y en a deux qui m'ont marqué dans ton évolution. La première, tu disais, c'est le fait d'avoir travaillé en tant que serveuse. Ça paraît anodin, mais là, ça t'a fait prendre conscience que finalement, le perfectionnisme n'était pas nécessaire, n'était pas utile partout. Ouais, bah, c'est vrai que la restauration, ça m'a vraiment beaucoup aidé à plusieurs niveaux, mais sur ce point-là, oui, c'est aussi le fait de dire, ben, il faut que fait est mieux que parfait. Enfin, en fait, on a plein de clients à servir, on a plein de choses à faire, et en fait, oui, ben, on va faire de notre mieux. Parfois, les gens attendent, mais bon, voilà, dans tous les cas, on peut pas se dupliquer. Enfin, à l'époque, j'étais avec quelqu'un dans ce resto qui était très, lui, ça faisait 30 ans qu'il était là-dedans, il avait vraiment de la bouteille, etc. Et on sentait qu'en fait, s'il y arrivait, c'est parce qu'il prenait du recul, en fait, face aux choses. Il était là, non, mais attends, c'est bon, ils vont attendre. Moi, parfois, j'arrivais, j'étais là, paniquée. Et il me disait, ou parfois, je sais pas, il y avait quelque chose qui avait été mal fait. Il me dit, mais c'est bon, t'inquiète pas. Enfin, voilà, donc effectivement, ça m'a appris à lâcher du lest et à essayer de prendre du recul, quoi. Et d'essayer de faire de son mieux, mais pas de faire parfaitement, quoi. Oui, tu te dis, le plus important, c'est d'être rigoureuse et affirmée. Enfin, en tout cas, c'est ça qu'il faut travailler. Et je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai qu'on peut être nombreuses et nombreuses à chercher, à vouloir que tout soit parfait pour lutter contre l'échec et tout ça. Mais il y a vraiment des notions où il va falloir développer d'autres caractéristiques qui sont plus importantes. Ouais, carrément, complètement. Et il y a aussi une deuxième prise de conscience. C'est un peu plus tard, en 2013, donc tu fais une école de commerce et à un moment donné, tu fais un double cursus avec un master en communication à l'Institut d'études politiques. Et là, tu te rends compte, finalement, tu tombes avec tout un tas d'étudiants qui ont des opinions politiques hyper tranchées, qui débattent à ce niveau-là. Et là, à force, toi, comme tu avais essayé de rentrer dans un moule, tu te rends compte que tu n'as pas forcément tes propres opinions. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a deux trucs. Il y a le fait, effectivement, d'avoir voulu m'adapter et rentrer dans un moule qui a fait que, du coup, j'ai jamais développé mes propres intuitions. J'ai toujours un peu suivi ce que faisaient les autres, mes copines, etc. Même si, encore une fois, c'est un comportement assez classique d'adolescent. Mais moi, je pense que ça a été un peu poussé à l'extrême et que, voilà, j'ai pas développé ma propre personnalité. Et il y a aussi l'autre chose, c'est que j'étais vraiment perdue aussi dans ma tête, dans mes troubles. J'ai l'impression que je vivais par mes troubles, que c'était ça qui occupait toutes mes pensées. C'était la derma, la boulimie, l'apparence de ma peau, comment j'allais cacher les trucs, mon corps, comment je pouvais perdre du poids, etc. Et en fait, c'était ça qui tournait en boucle et comme un nuage qui était en permanence au-dessus de ma tête et qui me parlait, et qui du coup m'empêchait de voir tout le reste, quoi. M'empêchait de m'intéresser aux actualités, de développer mes vrais goûts musicaux avec des choses qui m'intéressaient
plus que d'autres. Enfin, voilà, je pense que j'étais complètement coupée de tout et que je vivais à travers mes troubles et ça a pris énormément de place. Et effectivement, quand je suis arrivée à Sciences Po Lyon, je me suis dit, oula, enfin, moi, je suis incapable de tenir un débat, de faire ce genre de choses. J'ai pas d'avis sur les choses, quoi. Ouais. C'est hyper intéressant. Le temps qu'on peut perdre, alors à plus ou moins grande échelle forcément, mais à se concentrer sur les mauvaises choses finalement. Ouais, complètement. Et à un moment donné, donc, va s'amorcer la guérison. Alors, elle se fait en énormément d'étapes et de temps, bien sûr. Est-ce qu'il y a des choses, je crois que c'est une amie qui t'a poussé à un moment donné à aller consulter. Est-ce que c'est à peu près à ce moment-là, tu oses un petit peu plus en parler et tu oses aller consulter, qu'il y a une étape de plus franchie vers la guérison? Ben, comme tu dis, je pense que c'est effectivement une succession d'étapes et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est de comprendre qu'il n'y aurait pas de déclic. Et je pense que pendant des années, j'ai attendu un déclic, j'ai attendu la crise de trop qui ferait que voilà, c'est bon, ce serait la dernière, je serais allée trop loin, etc. Et en fait, ça, c'était quelque chose qui me détruisait parce que j'attendais un déclic qui tombe du ciel et qui finalement m'empêchait de mettre en place tout ce qu'il fallait pour qu'il arrive, quoi. Parce qu'il n'y aura jamais de gros déclic. Enfin, honnêtement, dans tous les troubles psy, enfin, à part s'il y a vraiment un truc énorme, enfin, je sais pas que, enfin, honnêtement, je pense même pas. Je pense qu'il y aura pas de gros déclic. Il faut vraiment agir, il faut mettre en place des choses, il faut essayer de s'observer, de comprendre, etc. Et ça, je pense que, en fait, au fil de mes échecs personnels, à force de me faire des promesses, demain j'arrête, etc., comme on disait, voir que ça marchait pas, je me suis dit, il y a un moment, il faut que tu arrêtes de compter sur ça. Il faut que tu mettes en place des choses. Et donc, effectivement, le fait d'aller me faire aider par quelqu'un, ça a été une étape énorme parce que finalement, quand on est face à soi-même, il y a plein de choses qu'on analyse mal parce que, enfin voilà, c'est comme quand on doit faire un énorme calcul dans sa tête en calcul mental, on n'arrive pas à le faire. Alors que dès qu'on le pose sur papier, qu'on arrive à voir, avoir du recul sur les choses, là, ça, c'est plus simple. Et ben, c'est pareil avec quelqu'un qui est en face de nous et qui va nous permettre de nous poser les bonnes questions, de se dire, ah oui, ça, en fait, c'est vrai que j'avais jamais vu les choses comme ça. Peut-être que c'est ça qui va nous inviter à faire certaines choses, peut-être parler de certaines choses avec nos parents, avec des proches, éclaircir certains points, se confronter à des situations difficiles, etc. Et après, voilà, la thérapie, ça n'a pas été toujours facile. La première thérapie que j'ai faite, je pense que j'étais pas vraiment prête à aller mieux, donc je mettais pas en place tout ce qu'il fallait pour que ça marche, etc. Je l'ai plus fait un peu comme ça pour voir. Mais après, j'ai refait une thérapie puis une autre. Et de chacun de ces rendez-vous, de chacune de ces rencontres, j'ai pu tirer des choses. Et voilà, j'aime bien dire que la thérapie, c'est vraiment, enfin, le chemin de guérison, plutôt, c'est vraiment comme un grand couloir noir et tout ce qu'on fait pour aller mieux, ça nous allume des petites lumières qui nous permettent d'avancer à chaque fois un peu plus loin, que ce soit, voilà, une rencontre, un nouveau thérapeute, un nouvel exercice qu'on va mettre en pratique, une décision qu'on va prendre dans sa vie, toutes les choses qu'on peut faire pour nous aider par rapport à ça. Et comprendre aussi que finalement, la dermatomanie, c'est le symptôme de quelque chose qui ne va pas. Ça sert à rien de rester focalisé sur sa peau, sur ses imperfections, sur ça. Enfin, bien sûr, il y a un travail à faire sur ça. Moi, j'ai fait un gros travail sur mon rapport au miroir, à ma peau, me regarder différemment, etc. Mais le gros du travail, il se fait surtout sur le rapport qu'on a avec soi-même, sur pourquoi en fait on refoule certaines émotions, pourquoi on est trop perfectionniste, pourquoi on se met une telle pression, pourquoi on a du mal à être face à soi-même, pourquoi on ne supporte pas de s'ennuyer. Enfin, il y a des grosses questions clés comme ça qu'il faut un peu aller attaquer. Et en fait, quand on attaque ça, finalement, petit à petit, on est plus en phase avec soi-même, on se sent mieux avec soi-même. Et en fait, on a moins besoin de se réfugier dans ces comportements-là qui servent à annihiler certaines choses désagréables, quoi. Après, bien sûr, il faut travailler sur les habitudes parce que même quand on a travaillé sur soi, au fond, il reste parfois certaines habitudes, c'est des réflexes. On a tellement fonctionné comme ça pendant des années. Par exemple, moi, ce que je disais, c'est que dès que je rentrais chez moi le soir, j'allais tout de suite dans la salle de bain vérifier ma peau. Et j'avais l'impression que j'avais besoin de ça, que si je le faisais pas, je me sentais pas bien. Enfin, c'était mon habitude, quoi. Et ça, il a fallu essayer de la déconstruire progressivement et c'était pas facile parce qu'au début on n'a pas envie quand on se dit bah non, moi je fonctionne comme ça, si je le fais pas je me sens mal et progressivement on se rend compte qu'on en est capable en fait. Donc, voilà, c'est des petites étapes progressives. Ouais. Plus tu consolides un côté de la compréhension de toi et de pourquoi tu fais les choses, plus le besoin de répondre à cette méconnaissance de toi diminue. Bah ouais, c'est ça, exactement. Ouais.
Et donc, il y a un paragraphe là dans ton livre que j'avais trouvé très bien écrit. C'était: pour amorcer mon chemin de guérison, j'avais besoin d'en prendre conscience, reconnaître ma souffrance et me l'autoriser, ne pas la nier sous prétexte qu'il y a pire dans le monde ou toute douleur, car toute douleur est légitime. Donc ça, c'est important. Effectivement, c'est pas parce qu'il y a pire ou qu'on n'a pas l'impression d'avoir une justification à notre souffrance qu'il faut pas bien la reconnaître et se faire aider. Arrêter de croire que cette petite voix qui me faisait miroiter que lorsqu'on veut, on peut, c'était plus compliqué que ça. Et prendre conscience aussi que cela prendrait du temps et que je n'y arriverais pas seule. Donc effectivement, là, on voit bien les prises de conscience différentes. C'est pas qu'une question de volonté et il va forcément falloir s'ouvrir ou à des professionnels ou en tout cas notre entourage aussi pour amorcer ce chemin de la guérison. Ouais, complètement. Et tu parles de 3 prises de conscience principales. C'est: mon corps est un tout. Mon alimentation influence l'état de ma peau, mais aussi de mon équilibre psychique. Et tout ce que je pensais connaître sur l'état de ma peau était erroné. Ouais, c'est vrai que ça a été une grande phase de chamboulement pour moi. C'est effectivement de comprendre qu'en fait, dans notre corps, tout est lié. Par exemple, quand on a un trouble psy, en fait, parfois, certaines choses se jouent dans notre système digestif. Que, en fait, toutes les douleurs qu'on peut ressentir, quelles qu'elles soient, elles impactent tout notre corps. Si on a des douleurs articulaires, ça peut aussi venir de notre système digestif ou de notre système psy, parce que trop de stress, parce que trop d'acidité, entre guillemets, etc. Enfin, voilà, tout est lié dans le corps et de reprendre conscience de ça, ça m'a permis de voir ma peau différemment, de voir mon état psychique aussi différemment, parce que je me suis dit, en fait, il suffit pas que je me focus sur des crèmes pour ma peau ou sur, je sais pas, par exemple, méditer. En fait, il fallait que j'attaque l'équilibre complet de mon corps. Il fallait que je sois assez en mouvement pour que mon corps soit bien. Il fallait que je mange assez bien. Il fallait que je m'hydrate assez. Il fallait que je me détende assez, que je dorme assez. En fait, ça, c'est des piliers de santé qui, quand ils sont pas respectés, ils vont amener des déséquilibres forcément sur le long terme, que ce soit des équilibres psy ou physiques. On est tous programmés pour, voilà, comme un manuel de voiture, il y a des règles à respecter, mais nous, notre corps humain, c'est pareil. Sauf qu'on a un peu tendance parfois à croire qu'on peut faire ce qu'on veut. On se dit, oh, mais c'est bon, ça va passer. Pendant toute une période, voilà, je n'ai pas le temps de dormir, ça va le faire, quoi. Mon corps, il va suivre, etc. Donc oui, peut-être qu'il va suivre. On a une résistance plus ou moins grande à ça. Mais il y a un moment, quand on tire trop sur la corde et qu'on ne respecte pas ces piliers de santé, tout est lié et il y aura forcément une répercussion quelque part. Et donc, par rapport à l'alimentation, c'est la même chose. Avant, j'ai toujours bien mangé, mais j'avais pas de connaissances vraiment sur ça, sur l'impact des aliments, comment bien se nourrir, de quoi le corps a besoin pour bien fonctionner. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, je me suis rendu compte que voilà, il y avait une variété de minéraux, de nutriments qu'on pouvait trouver dans des sources diverses et que chaque minéraux et nutriment pouvait apporter certaines choses particulières, par exemple sur notre mémoire, sur notre état de bien-être, sur notre résistance au stress. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui... En fait, si on a une alimentation la plus diversifiée possible, on va couvrir un maximum de besoins de notre corps et de notre esprit. Et avoir cette conscience-là, ça invite d'autant plus à manger varié, à se renseigner sur les propriétés des aliments, à se dire, j'ai envie de tester plein de choses, parce que je sais que ça m'apporte ci ou ça. Et en fait, aussi sur notre peau et sur notre état mental. Enfin, par exemple, aujourd'hui, on sait que un excès de consommation de sucre, ça peut avoir des répercussions sur l'état de la peau, sur une surproduction de sébum, par exemple, qui peut amener plus d'acné, mais aussi sur des comportements d'agressivité, de colère, etc. Moi, je m'étais rendu compte que quand je mangeais moins de sucre le soir, j'avais moins de crises. Donc après, voilà, c'est plus ou moins, je n'ai pas fait mon propre cobaye, je ne me suis pas fait d'études, de prise de sang, etc. pour voir, mais en tout cas, ça a été un ressenti personnel de voir que j'avais l'impression que quand je mangeais beaucoup de sucre le soir, je ne sais pas si c'était une excitation, je ne sais pas, mais j'allais plus avoir tendance à faire une crise, à me mettre dans des états pas possibles au niveau psychologique. Et pour la dernière prise de conscience sur le soin de la peau, c'est effectivement me rendre compte que je connaissais pas du tout les ingrédients des produits. Je n'avais jamais fait attention à ça, aux compositions, à comment choisir un bon produit. Et rien que la base, comment identifier mon type de peau. Est-ce que finalement, j'utilisais des produits qui étaient adaptés à ma peau. Par exemple, souvent, on croit que quand on a des boutons, on a une peau grasse. Alors en fait, ça, c'est vraiment une mauvaise connaissance. Il y a des personnes qui ont une peau très sèche et qui ont des boutons. Donc, si on a une peau très sèche ou normale et qu'on utilise des produits pour peau grasse qui sont parfois assez
fort, desséchant, etc., en fait, on peut déstabiliser complètement l'équilibre de sa peau et avoir d'autant plus de boutons parce que la peau va se protéger en surproduisant du sébum qui peut boucher les pores, amener à des boutons, etc. Donc vraiment, identifier son type de peau, trouver des produits qui sont adaptés autant au niveau cosmétique que maquillage, c'est super important. Et ça a été une grosse recherche que j'ai faite parce que ça m'a beaucoup intéressée. Et dans ton livre, il y a plein de choses que tu développes en termes de l'alimentation, des conseils pour la peau, tout ça, c'est extrêmement intéressant. Et il y a une chose là, en termes de clés pour finir là-dessus, c'est que tu disais, moi j'ai pas fait mon propre cobaye, mais j'ai l'impression que ça fait partie de ta guérison et peut-être de la guérison en général, c'est de faire des essais-erreurs finalement en permanence. Je teste cette astuce, celle-là, cette alimentation, et je remarque que sur moi, ça a tel type de conséquences, que ça fonctionne ou pas. Je pense notamment, par exemple, quand tu as testé les faux ongles, que pour toi, ça a marché, mais que tu dis pour d'autres, c'est pire. Mais finalement, il y a toute une liste comme ça. Occuper ses mains, mettre justement, alors pour ceux pour qui ça peut être conseillé, une crème très grasse sur le visage ou de l'huile pour pas, voilà, qu'on puisse aller trifouiller sa peau. Les pansements sur les endroits les plus à risque, une tenue moulante. Un exercice intéressant, c'est si je me rends compte que c'est dans la salle de bain que je peux partir en crise, je mets un réveil au bout de 10 minutes pour me sortir de la salle de bain. Il y en a encore tout un tas. Et en fait, c'est en testant tout ça et en voyant si ça marchait sur toi que finalement, pas à pas, tu as avancé. Ouais. Ah oui, ça, je pense que c'est vraiment hyper important et surtout qu'on est tous différents. Et c'est aussi ce que je dis dans le livre, c'est que ce livre, il va inviter chaque personne à se questionner sur, OK, qu'est-ce qui pourrait être adapté à moi? Parfois, il y a certaines personnes qui vont être hyper sensibles à certaines choses que j'ai fait moi et elles vont le faire et tout de suite, elles vont voir des effets incroyables. Et parfois, ça va être sur d'autres aspects. Ça va leur donner des idées. Elles vont se dire, ah oui, ça, en fait, Camille, elle a essayé, ça n'a pas marché, mais alors peut-être que pour moi, si. Enfin, voilà, je pense que c'est hyper important de tester. On a tous des troubles qui s'expriment de manière différente, mais il y a quand même un fond commun sur ce qu'on disait, sur le rapport à soi, sur les habitudes. Et en fait, tout ça, ça peut quand même se travailler avec des astuces et des comportements qui sont un peu toujours les mêmes. Et c'est juste qu'il faut les connaître et avancer avec ça, quoi. Il y a 2 phrases importantes, ou en tout cas moi qui m'ont marquée dans ce processus-là aussi. Tu dis prendre conscience que j'ai de la valeur ailleurs que devant le miroir. Et puis la phrase de ton premier thérapeute, la pire chose qui pourrait vous arriver serait de ne plus avoir d'imperfection. Ouais, ça c'est vrai que pour recommencer par la deuxième, j'ai trouvé qu'au début quand il m'a dit ça, je n'avais pas du tout compris. Je me suis dit mais vous n'avez pas compris la dermatomanie justement, etc. Mais en fait non, il avait vraiment raison dans le sens où finalement tout ce rapport pathologique que j'avais avec mes reliefs de peau entre guillemets, c'était vraiment la pointe de l'iceberg quoi. C'était pour me montrer mais regarde Camille, s'il y a quelque chose qui ne va pas à cause de ce comportement, ça te montre ça. Et finalement, si je n'avais pas eu de problème de peau, si j'avais jamais même eu un bouton d'acné ou que j'avais jamais commencé à gratter ma peau même sans bouton d'acné, en fait, peut-être que j'aurais eu que des troubles alimentaires et qu'ils auraient été bien pires que ça. Peut-être que j'aurais développé une autre addiction ou peut-être que j'aurais tellement enfoui refouler ces émotions que j'arrivais pas à gérer ou certains comportements, j'aurais tellement tiré sur la corde que peut-être que j'aurais développé une maladie, peut-être que ça se serait cristallisé sur un de mes organes ou je sais pas en fait. Donc finalement, la dermatomanie, ça a été vraiment la face immergée de l'iceberg qui m'a permis de me... C'est comme on dit aussi, l'arbre qui cache la forêt. Enfin, en fait, on peut se dire que l'arbre qui cache la forêt, c'est juste ça le problème. C'est oui, t'as tendance à un peu trop triturer ta peau. Mais en fait, derrière cet arbre, il y a une forêt énorme que tu veux pas aller voir. Et là, j'ai été forcée d'aller la voir. Et enfin, aujourd'hui, c'est ce que je dis aussi à la fin du livre, c'est que je dis merci à la derma parce que je sais pas quelle personne je serais si j'avais pas eu ça. Ça m'a tellement forcée à me poser des questions sur moi-même, à avancer, à travailler, etc. Et pour rebondir à la première phrase que tu dis, c'est que ça m'a aussi permis d'essayer de trouver ma valeur ailleurs que dans mon physique parce que je me suis rendu compte que c'était ça qui me détruisait aussi. C'est vouloir avoir une apparence lisse à tous les niveaux, c'était ça qui me détruisait. Après, je sais aussi que la derma, elle est pas chez tout le monde, elle s'exprime pas de cette manière. Il y a certaines personnes qui n'en ont rien à faire de leur apparence et qui vont quand même avoir de la dermatomanie et ça va être un excès de perfectionnisme ou ça va être de l'anxiété ou voilà, il y a d'autres causes. Mais en tout cas, chez moi, je sais que c'est ce côté-là qui était pathologique. C'était vraiment le bouton qui fait office de relief et qui fait office de quelque chose d'imparfait. En fait, cette imperfection, elle était là dans tous les aspects de ma vie.
elle se voyait sur le visage, mais en fait, c'est comme si ça ouvrait une fenêtre à tous les autres trucs que je voulais parfaits dans ma vie. Et le fait d'attaquer ce bouton-là, c'était comme si je disais, bah, regardez, j'y arrive dans cette sphère-là, donc je vais y arriver dans toutes les autres. Je pense que voilà, ça a été aussi un gros travail sur ça, sur accepter l'imperfection dans tous les domaines possibles. Ça m'amène aux 2 dernières questions. La première, c'est qu'est-ce que ça a renforcé et fragilisé chez toi alors ce parcours? Bonne question. Bah, renforcer, je pense que la résilience. Donc la résilience, c'est ça, c'est ce concept de rebondir en fait quand il y a une épreuve, d'essayer d'en faire une force, d'essayer de trouver des leçons à des choses difficiles qui nous arrivent. Je pense que ça, c'est vraiment une qualité que j'ai et que la derma m'a permis de développer encore plus. Parce qu'aujourd'hui, sur plein d'aspects de ma vie, dès qu'il m'arrive quelque chose de difficile, je me dis toujours, rien n'arrive jamais par hasard. Si ce truc est arrivé, c'est parce que je dois en tirer quelque chose. C'est pas grave. Voilà, la vie, c'est des hauts et des bas. Et voilà, je pense que ça, la dharma, ça m'a vraiment appris ça parce que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était que dans ces hauts et ces bas que j'avançais, en fait. Donc finalement, dans la vie, c'est pareil. Je pense que la résilience, oui. Et après, du coup, c'est un peu relié, mais je dirais peut-être la souplesse. Parce que je pense qu'avant la derma, je me destinais à être quelqu'un d'assez rigide. Rigide surtout, en fait, parce que je voulais tellement rentrer dans un cadre que j'étais trop dans le... Il fallait que tout soit hyper bien organisé, il fallait toujours cocher tous les trucs comme il fallait, fallait qu'au niveau du style, ce soit nickel. Je pense que j'étais trop carrée et c'était ça qui m'empêchait d'être bien parce que j'arrivais pas à accepter que parfois les choses, elles se passent pas comme prévu ou voilà, parfois il y a un petit grain de sable dans le rouage, mais en fait finalement ce grain de sable parfois il amène un truc encore mieux que ce qu'on avait prévu quoi. Donc je pense que ça a été une grosse leçon et qui me sert aussi beaucoup aujourd'hui parce que je pense qu'avant quand j'avais prévu quelque chose et que ça se faisait pas comme je l'avais prévu, ça me déclenchait beaucoup d'émotions désagréables. Je me disais mince, j'avais de la déception, j'étais un peu perdue parce que c'était un truc que je contrôlais pas. Alors qu'aujourd'hui, je vais peut-être plus me dire c'est cool aussi. J'avais pas prévu ça. On va voir ce que ça apporte quoi. Et du coup, ça empêche aussi à toutes ces émotions un peu désagréables d'arriver parce que je me dis en fait, il n'y a pas d'émotions désagréables. Je vais juste voir ce qui arrive. Ouais, je dirais pour les deux choses que ça m'a apporté, c'est ça. Et les deux choses qui m'ont fragilisée. Je pense qu'il y a quand même un rapport à moi qui est plus fragile. Je pense que surtout peut-être un rapport au changement. Il y a quelque chose qui me fait assez peur, c'est de vieillir. Je pense comme pas mal de personnes. Je pense qu'il y a j'essaie de me détacher vachement de mon physique parce que je sais que c'est aussi ça qui m'a permis d'aller mieux. Mais je pense que j'ai un rapport à mon apparence qui est pas le même que quelqu'un qui aurait jamais eu la dermatillomanie. J'ai l'impression que je suis allée tellement loin et que là, je suis en train de revenir en arrière et de reconstruire quelque chose, mais qu'il y a certains réflexes qui restent. Je dis souvent que j'ai du mal je regarde tout le temps la peau des gens que je croise. Et forcément, ma propre peau, je pense que j'aurai un rapport avec elle qui sera toujours compliqué. Comme je dis, j'ai donc un mélasma, donc des taches sur le front et sur le dessus de la lèvre, et c'est des taches qui s'aggravent en plus tous les ans, même si je fais hyper attention au soleil, etc. Et c'est vrai que parfois, c'est pas facile à gérer parce que rien que le rapport au soleil, pour moi, c'est devenu assez anxiogène. Dès que je vais faire une activité nautique, par exemple, même si j'ai toujours ma casquette, je mets tout le temps plein de crème, etc., ça me déclenche pas mal de peur. Je me dis à chaque fois, oh là là, ma peau qui est déjà hyper fragilisée parce que j'en ai trop fait, etc. Je peux pas fuir, il y a du soleil partout, il y a des UV partout. C'est devenu assez anxiogène et c'est vrai que ça, parfois, rien que l'été dernier, par exemple, je suis rentrée de vacances et avec mon copain, on s'était arrêté dans une station essence et à chaque fois, les lumières sont hyper fortes dans les stations essence, dans les toilettes là-bas. Et c'est vrai que quand j'ai vu ma peau du coup dans ces miroirs et j'ai pleuré parce qu'en fait on rentrait de l'été et en fait mes taches s'étaient encore aggravées alors que j'avais fait attention, mais tout l'été j'avais fait hyper gaffe. Et je pense que voilà, ça reste des choses qui sont un peu difficiles parce que je vois que je fais des efforts, j'essaie de me protéger, mais ça je peux rien y faire et c'est de l'acceptation, mais c'est pas facile. Et je pense que pour certains qui ont jamais eu la derma, ils se diraient voilà, c'est pas grave, c'est ok, j'ai des taches, c'est le soleil, c'est la vie. Mais pour moi, ça prend une importance qui est un peu plus importante et j'essaie de travailler dessus. Mais
Voilà, je pense effectivement, cette peau, elle reste quand même présente dans ma tête. Et ce sera sûrement le travail d'une vie et de plusieurs années aussi pour arriver à m'en détacher complètement, penser complètement à autre chose. Mais ça m'a forcément marqué ces années de dermatillomanie. Oui, tout à fait. Alors du coup, aujourd'hui, comment tu vas et qu'est-ce que tu fais? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Aujourd'hui, ça va. Bien sûr qu'il y a toujours des hauts et des bas, mais en fait, j'ai compris que la vie, c'était ça. Et je pense qu'en fait, c'est ça la plus belle leçon. Enfin, c'est un peu ce que je dis dans le livre. Finalement, j'ai fait 2 fins. J'ai fait une fin parfaite où je suis au top de ma vie, machin. Et j'ai fait une fin où, en fait, je suis une personne normale, où parfois, je suis déprimée. Voilà. Mais globalement, en tout cas, je ne suis plus du tout l'esclave de ni la derma, ni la boulimie. Ça, je pars du principe que c'est une page de ma vie qui s'est tournée. Et avec ce livre, ça a été aussi une manière de boucler la boucle et ça a été super fort pour moi. Et voilà. Et du coup, au niveau perso-pro, j'ai beaucoup de projets. C'est cool parce que la dermatillomanie, ça m'a aussi permis d'accomplir ce rêve d'écrire un livre alors que j'avais toujours voulu faire ça petite. Donc j'ai à cœur aussi de continuer à développer cette communauté, faire en sorte que d'autres personnes découvrent la dermatillomanie, que les professionnels de santé puissent aussi mieux comprendre ce trouble, l'accompagner, etc. Donc j'espère pouvoir continuer à vulgariser tout ça et communiquer. Et à côté, je travaille aussi beaucoup en freelance sur de la communication, de la rédaction, etc. Et donc, pour me trouver, alors soit LinkedIn Camille Montaz, sinon sur le site possible.fr qu'il faut que je refasse d'ailleurs. Et donc, mon livre se vend uniquement sur mon site. Et sinon, sur le compte Instagram, possible. Voilà. Oui, possible, PEAU.2SIBLE. C'est ça. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Camille, est-ce que tu penses qu'on a fait... alors évidemment, il y a plein de degrés, plein d'autres choses à aborder. Si le sujet vous intéresse, mais que vous soyez touché par la derma ou pas d'ailleurs, il y a plein de notions dans lesquelles on peut se retrouver dans le rapport au corps, dans comment on résiste à ces cercles vicieux, ou en tout cas comment on peut rentrer dedans et en sortir. Voilà, c'est vraiment extrêmement complet. Donc, je vous invite à le découvrir. Est-ce que tu penses qu'il y a autre chose que tu voudrais rajouter précisément? Non, je pense que tu as raison de le préciser parce que c'est un peu le cheminement d'une ado mal dans sa peau jusqu'à un état de bien-être et d'équilibre en tout cas qui je pense peut parler à n'importe quelle personne parce qu'on a tous un peu traversé ces phases-là et pour moi ça s'est illustré dans la derma et la boulimie mais en fait il y a des personnes qui sont atteintes par exemple de trichotillomanie qui ont lu mon livre et qui m'ont dit que ça leur avait beaucoup parlé, qu'elles s'étaient beaucoup retrouvées et en fait même juste une personne qui a connu un mal-être dans son adolescence ou il y a beaucoup de clés qui sont pas forcément reliées que à la peau, à la derma, etc. C'est vraiment un chemin, je pense, global de connaissance de soi et d'arriver à cohabiter avec soi-même, comprendre ses besoins à tous les niveaux. Mais après, non, effectivement, je pense qu'on a fait un bon tour, bon état des lieux. Merci beaucoup, Élodie, de m'avoir donné la parole et permis d'aborder tous ces sujets. Merci à toi, c'était super riche. Et puis, on vous dit à tous à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous appréciez ce programme, n'hésitez pas à le soutenir de manière totalement gratuite, en le partageant autour de vous, en vous abonnant et en laissant un avis. Je vous dis à très vite pour une vie plus zen au quotidien.